Bonjour chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir tous à MGIMO aujourd'hui. Je m'appelle Souchensov Andrei, je suis doyen de la faculté des relations internationales du MGIMO. C'est la 8e et la dernière conférence de notre série de conférences sur les divers aspects de la crise ukrainienne. Et nous sommes heureux que cette conférence finale soit donnée par Timofeyev Ivan, notre cher collègue, camarade, maître de conférence en théorie politique au MGIMO, directeur du programme du Conseil russe pour les affaires internationales et du club Valdai. Il est l'un des principaux experts russes en théorie politique et en régime de sanctions, qui sont désormais l'une des nouvelles normes de la vie économique, non seulement en Russie, mais aussi dans une grande partie du monde. Les sanctions, auparavant perçues comme une sorte de violation flagrante de la vie économique normale, deviennent aujourd'hui l'un de ces traits caractéristiques de ces constantes. De nombreux experts qualifient même les sanctions d'une forme de barrière commerciale de son type politique. Nous avons demandé à Ivan d'analyser les trains de sanctions qui ont déjà été imposés, leur signification sur le plan politique et économique, et nous parler des implications internationales que cette nouvelle réalité économique pourrait avoir pour les pays occidentaux et non occidentaux dont la Russie fait partie. Un grand merci à Ivan pour cette opportunité de l'écouter aujourd'hui. Avec vous tous, je voudrais l'inviter à la tribune. Cher Andrei, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole dans le cadre de cette série de conférences, d'autant plus que c'est une grande responsabilité d'intervenir à sa fin. Et je vais partager l'expérience que nous avons accumulée au Conseil russe pour les affaires internationales, au club Valdai et ici au MGIMO, en travaillant avec nos collègues au sein de diverses institutions, car les sanctions est un sujet très interdisciplinaire. Outre l'économie, il y a une composante politique, car en définitive, les sanctions sont un outil pour atteindre des objectifs politiques, même si par des moyens économiques. Ici, dans les questions politiques, nous sommes plus ou moins professionnels, mais des questions juridiques se posent, parce que les sanctions sont souvent inscrites dans des textes législatifs et réglementaires. Donc, nous travaillons beaucoup avec les bases juridiques des sanctions, et parfois, nous demandons l'aide de nos collègues juristes, et bien sûr, nous travaillons avec le côté économique des sanctions. À notre institut d'études internationales, par exemple, chercheurs tels que Ekaterina Arapova lui accordent une grande importance, ce qui, je crois, rend leurs études exclusives dans ce domaine. Sans des évaluations des économistes, nous ne pouvons pas comprendre quels dommages concrets résulteront des sanctions et comment ils affecteront de tels ou tels secteurs économiques. Donc, les sanctions est un sujet très interdisciplinaire et on a vraiment atteint un certain degré de synergie en l'étudiant. Sur la base du Conseil russe pour les affaires internationales, nous entretenons et mettons sans cesse à jour depuis plusieurs années des bases de données sur les sanctions. Nous avons une base de données d'événements concrets. Nous enregistrons presque quotidiennement tels ou tels événements liés aux sanctions, de nouvelles lois. Décisions politiques, arrêt de la Cour, décisions des entreprises et pratiques en matière d'application de la loi. Nous disposons d'une base de données sur les projets de loi, sur les sanctions du Congrès américain. Andrei et moi, nous avons entamé nos recherches en tant qu'américanistes
Et nous continuons à l'être. Certes, comme les États-Unis imposent des sanctions plus que tous les autres pays et organisations internationales, y compris l'ONU, et donc le facteur américain est très important ici. Nous accordons beaucoup d'attention aux États-Unis. Nous disposons donc d'une base sur les travaux législatifs du Congrès. Elle est très intéressante en ce qui concerne les sanctions. Il y a également une base séparée sur la pratique en matière d'application de la loi, sur les amendes pour violer les régimes des sanctions. Nous nous sommes fixés la tâche d'éviter autant que possible les conjectures. Aujourd'hui, on tente souvent de spéculer sur les sanctions, mais nous restons des scientifiques. Qui sont obligés de s'appuyer sur des faits concrets. Nous devons avoir une vision aussi multidimensionnelle que possible et nous appuyer sur des méthodes et méthodologies plus ou moins objectives. Il n'y a pas d'autre façon de faire de la science. Cela peut sembler ennuyeux, routinier, mais sans cette routine, on ne pourra jamais arriver au niveau pratique. Lorsqu'on élabore des solutions aux stratégies concrètes, la question se pose, sur quoi se base-t-elle? Elles doivent se fonder sur une base scientifique et non sur des spéculations. Так как этот цикл лекций в рамках украинской тематики, тематики, связанные с событиями, которые происходят вокруг, как и формулировка ОБСЕ есть, на и вокруг Украины, да, то, конечно, мы основной акцент сделаем на текущем моменте. Aujourd'hui, en termes de politique étrangère et relations internationales, et par conséquent dans le domaine de sanctions, nous sommes dans une réalité fondamentalement nouvelle. En quoi consiste-t-elle? L'essentiel est qu'après le 24 février, le début de l'opération militaire spéciale, le régime de sanctions anti-russes a changé à la fois en termes de quantité et de qualité. Je ne trouve aucun précédent d'un tel régime depuis au moins les 100 dernières années. Nous qualifions d'une période végétarienne tout ce qu'on a fait contre la Russie pendant la guerre froide, ainsi que dans le passé récent, de 2014 à 2022. Tout cela n'est pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que la période analogue la plus proche est celle de 1918-1920, lorsque la Russie soviétique était soumise à un blocus économique très strict. Mais même à cette époque, la situation était différente, car la coalition des pays qui a imposé les sanctions était plus désordonnée. La diplomatie soviétique a réussi à briser assez rapidement cette coalition et atténuer l'impact des sanctions sur l'économie du pays et à sortir ainsi de l'isolement. Quelles sont les particularités de la situation actuelle? Elles résident, comme je l'ai dit, dans le fait que le nombre de mesures restrictives a augmenté. Et il faut être ici plus sceptique vis-à-vis des chiffres souvent cités dans les médias. Nous y voyons parfois des estimations selon lesquelles le nombre de sanctions anti-russes s'élève désormais à, disons, 7 ou 8 000, ce qui est plus de sanctions que contre l'Iran. Il faut traiter ces chiffres avec scepticisme. Quand on adopte des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes,
или применение определенных ограничительных мер или санкций в отношении отдельных лиц. Но эти лица Ces personnes peuvent être très diverses. Les sanctions contre un fonctionnaire, когда под санкции попадает, ну, скажем, государственный чиновник. ce n'est pas bon en soi, c'est un mauvais signal politique, etc. Mais généralement, cela n'a pas de conséquences économiques. Lorsqu'une grande entreprise tombe sous le coup de sanctions, disons une compagnie pétrolière ou financière qui a une grande importance pour l'économie, les conséquences économiques sont beaucoup plus profondes, tandis que les statistiques que nous voyons souvent dans les médias considèrent ces deux choses comme identiques. Ainsi, grosso modo, ces statistiques ne distinguent pas entre une grande banque et un individu sanctionné. En effet, le nombre de sanctions a sérieusement augmenté, et ce sont surtout les entreprises du secteur financier qu'on frappe maintenant. Mais un nombre d'entreprises d'autres secteurs ont aussi été touchées, tant du secteur minier que structurel, et nous en parlerons plus en détail aujourd'hui. Le nombre d'individus russes figurant sur diverses listes de sanctions a fortement augmenté. En effet, c'est une quantité importante. Mais nous pouvons dire que leur qualité, leur impact a augmenté également. Car s'il y avait dans l'après-guerre froide des sanctions intelligentes, c'est-à-dire des mesures ciblées destinées à changer ou à influencer le comportement des États ou individus, maintenant, l'objectif des initiateurs des sanctions est, sans aucun doute, celui d'écraser l'économie russe. Nous revenons ici des sanctions ciblées de l'après-guerre froide dans les deux premières décennies du XXe siècle au tapis de bombes économiques. Lorsque l'économie dans son ensemble est frappée, et l'objectif est celui de lui infliger des dommages maximaux. Une autre caractéristique qualitative de la situation actuelle est le tempo de restriction très élevé. Il y a une grande tentation de comparer la Russie à l'Iran en termes de l'ampleur des sanctions imposées. Il y a en effet certaines ressemblances, mais l'Iran est sanctionné depuis 1979. Et l'ampleur de sanctions comparables est maintenue contre lui depuis plus de 40 ans. L'opération spéciale est en cours depuis 3 mois, alors qu'au cours des 3 ou 4 premières semaines déjà, la Russie a encouru des sanctions comparables en termes d'ampleur à celles que l'Iran avait encourues en 40 ans. Une autre caractéristique qualitative intéressante est qu'à première vue, l'essentiel des sanctions est imposé par les pays occidentaux. C'est le cas du point de vue juridique. Les pays du groupe de 7 et leurs partenaires imposent la plupart des sanctions anti-russes, dont ils sont les principaux initiateurs. Néanmoins, de nombreux autres pays, des pays amicaux de la Russie, pays non occidentaux, pays avec lesquels nous avons des partenariats de longue date, comme la Chine, Inde, Vietnam et d'autres, refusent de se joindre aux sanctions occidentales et déclarent ouvertement qu'ils ne croient pas ces mesures restrictives unilatérales légales et qu'ils ne les soutiendront pas. Et il semblerait qu'il y ait une fenêtre d'opportunité pour la Russie de détourner vite ses partenariats de l'Ouest vers l'Est, mais, comme toujours, il y a des nuances et des complexités.
Le problème est que ces pays non occidentaux continuent de vivre dans une économie mondialisée. Cette économie mondialisée, qu'on le veuille ou non, a été largement imprégnée, jusqu'à présent, d'un système financier international dominé par les États-Unis et le dollar américain, et d'un très grand nombre de liens commerciaux et économiques axés d'une manière ou d'une autre sur les marchés, capitaux, technologies, aux compétences occidentaux. Il y a donc une situation paradoxale où la diplomatie chinoise dit explicitement que la Chine ne se tient pas à les sanctions, alors que les entreprises chinoises sont très prudentes vis-à-vis de leurs relations avec la Russie. Les grandes entreprises technologiques suspendent leur partenariat avec elles et les banques se montrent très prudentes quant à leurs transactions avec elles. Il en va de même pour le business indien et malaisien. Il faut faire face aux faits et comprendre que si, au niveau politique, en effet, on ne se dépêche pas de rejoindre la coalition anti-russe, au niveau des entreprises, l'attitude est différente. Les entreprises sont très vulnérables aux sanctions secondaires, imposées principalement par les États-Unis, et elles ont très peur des poursuites pénales et administratives par les autorités américaines, et font donc preuve de ce qu'on appelle une conformité excessive, ou overcompliance, ou un respect excessif des lois des pays étrangers, y compris des États-Unis. Ils ont peur de perdre leur marché aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux ou d'être frappés par les mêmes amendes ou mesures contraignantes. Une autre caractéristique qualitative de la période actuelle est le nombre sans précédent de boycotts d'entreprises. Je me souviens de l'étude classique sur les sanctions réalisée par Gary Hufbae et ses collègues. L'une de ses premières éditions est sortie au milieu des années 80, la suivante dans les années 90 et une plus récente en 2009. Dans ce livre, il y a 2 pages consacrées au boycott d'entreprises, où il est dit « Les entreprises peuvent parfois, même en l'absence de décision gouvernementale, à son gré, refuser de s'engager avec un pays qu'elles considèrent comme toxique ou inacceptable. » Il y a eu récemment des précédents où certaines entreprises, les entreprises américaines par exemple, ont renoncé à s'engager avec des contreparties chinoises si les premières avaient des raisons de croire que les fournitures provenaient de la région autonome ouïghour de Xinjiang. Nous savons que les Américains imposent des sanctions à l'encontre des responsables chinois sur ce sujet, croyant que les droits des minorités ethniques sont violés dans cette région. Si quelqu'un entreprenait d'écrire un nouveau grand livre sur les sanctions maintenant, ce serait probablement nous, les Russes, qui mieux que personne pourraient le faire. Il y aurait bien sûr un chapitre très impressionnant consacré au boycott d'entreprises, car le nombre d'entreprises qui ont récemment quitté la Russie, même dans les domaines où il n'y a pas de sanctions, mais où il est possible de travailler, est assez important. Leurs motifs sont différents. Je parle beaucoup aux entrepreneurs, d'un national qu'étranger, et je leur demande « Pourquoi êtes-vous partis? Que se passe-t-il » Les explications varient. Certaines sont de nature éthique. Nous ne voulons pas, point. D'autres ont peur d'être traqués par les médias et trouvent plus facile de quitter le marché pour éviter les atteintes à la réputation.
Certains disent que les mécanismes de leurs transactions financières ont été perturbés, d'autres parlent de logistique perturbée, de l'assurance de marchandises à l'accès au port. Donc, le nombre d'entreprises qui quittent ou suspendent leurs activités en Russie, même là où il est possible de travailler, est très important. Et c'est aussi une caractéristique du moment actuel. Encore un point. И да, вот это такое обобщающее введение, мы без него никуда не денемся. Нам нужно понимать качественные характеристики текущего момента, прежде чем мы перейдем. Avant de passer aux spécificités, nous devons comprendre les caractéristiques qualitatives du moment actuel. Regardons de plus près ce merveilleux mot confiscation, qui fait désormais partie intégrante du langage des relations avec la Russie. Так вот сейчас это слово, оно вошло очень плотно в язык отношений с Россией. Alors qu'avant le 24 février, le principal type d'action envers les avoirs des personnes sanctionnées était le gel. Imaginez que vous avez une villa ou des comptes bancaires, des yachts, des avions quelque part à l'étranger, dans une juridiction qui a imposé des sanctions anti-russes. Vous avez été inscrit sur la liste des sanctions et votre propriété est gelée, ce qui signifie qu'elle vous appartient toujours, mais que vous ne pouvez pas en disposer. Vous ne pouvez pas la vendre, la louer, vous ne pouvez même pas entrer dans votre yacht. Aujourd'hui, une autre tendance se dessine. Non seulement ces biens sont gelés, mais on élabore des mécanismes juridiques pour les confisquer. L'idée est que dans le cadre du conflit en cours, les biens des Russes sanctionnés sont confisqués et remis à l'Ukraine. Cette idée est compréhensible du point de vue des contribuables, car il est bon d'aider l'Ukraine non pas avec son argent, mais avec l'argent russe confisqué. Pourtant, cette solution a des inconvénients. Je pense que c'est une grosse erreur de nos concurrents occidentaux, car cela sape la confiance de leur système financier, puisque les affaires est un domaine très délicat, en particulier la finance, qui est largement basée sur la confiance. Imaginez que vous êtes un investisseur chinois, indien, turc, vietnamien, saoudien, etc., que vous avez du capital et vous voulez en placer une partie quelque part. Des banquiers américains ou européens vous proposent d'investir ou de stocker de l'argent chez eux et vous y croyez. Mais quelque part, dans votre subconscient, vous commencez à douter. Mais si quelque chose comme ce qui est arrivé à la Russie et aux Russes se produisait, qui s'attendait à ce qu'ils prennent et ne rendent pas les réserves de 300 milliards de dollars, que de telles choses arrivent aux actifs russes? On peut lire dans la presse occidentale qu'ils avaient été acquis de manière malhonnête, qu'il y a là des histoires criminelles. Mais je suis très sceptique vis-à-vis de cette argumentation, car il existe une science et un domaine merveilleux qui s'appelle le droit, et nous posons donc des questions purement juridiques. Vous aviez ces biens il y a longtemps, et ces gens vivaient ici, voyageaient, garaient tous leurs yachts et leurs avions. S'ils avaient été acquis de manière illégale, pourquoi n'avez-vous pas agi? Où sont les affaires pénales, les poursuites et tout cela? Pourquoi est-ce seulement maintenant qu'il est devenu clair que tout cela avait été obtenu par des moyens malhonnêtes? Ce sont les choses qui seront certainement dans le subconscient ou dans la conscience des investisseurs étrangers. Et je pense que ce qui se passe maintenant aura un effet à court terme en faveur de l'Occident,
Mais à long terme, c'est une très grave atteinte à la confiance dans ce système financier mondial. L'impact sur le système financier mondial et sur l'ordre des choses établi sera très grave. Je me permettrai ici une autre observation théorique. André et moi nous intéressons aux questions de l'ordre mondial. Et naturellement, nous n'avons pas pu rester à l'écart de la discussion sur si le monde d'aujourd'hui est unipolaire ou multipolaire. Alexei Bogaturov a élaboré un concept appelé unipolarité pluraliste. Lorsque j'ai commencé à étudier les sanctions, une autre construction théorique m'est venue à l'esprit, à savoir que le monde est diversement polaire. En termes de sécurité, certes, il est depuis longtemps multipolaire. Les États-Unis sont supérieurs en termes de capacité militaire, mais ils ne peuvent pas utiliser cette puissance à leur gré. Ils ne peuvent pas tout simplement attaquer la Chine, la Russie, l'Inde, même l'Iran. Bien que ce soit techniquement possible, le coût serait assez élevé. Donc, ce n'est pas possible de parler de l'unipolarité dans le domaine de la sécurité internationale, où ce monde est définitivement multipolaire depuis longtemps, alors que dans le domaine de la finance mondiale, il est unipolaire, car les États-Unis y dominent, ils peuvent imposer leur volonté au business et l'obliger à se conformer à leurs exigences. Il est possible que ce qui se passe actuellement avec la Russie sapera cet ordre. Nous ne savons pas si ce sera le cas ou vice-versa, mais l'un des effets collatéraux des sanctions anti-russes sera ce défi très sérieux à l'unipolarité américaine dans la finance mondiale, c'est certain. Quant à l'Ukraine, il y a un mois, on m'a demandé de décrire comment je vois l'évolution de cette situation. Et le domaine de business attire bien sûr l'intérêt en rapport avec les sanctions, puisque les sanctions sont un dérivé de la politique. Et le lien ici n'est pas linéaire. Résoudre les problèmes politiques ne signifie pas toujours lever les sanctions. On se souvient de l'expérience iranienne et de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, qui semblait lever les sanctions contre Téhéran, mais ensuite Trump est arrivé au pouvoir et les a réimposées. Les entreprises espèrent toutefois que si un compromis ou une sorte d'accord est atteint, et les entreprises ne se soucient pas de ces paramètres politiques, alors l'escalade des sanctions sera suspendue et certaines sanctions seront levées. Donc, il y a un mois, j'avais deux scénarios. Soit le conflit continue, ce qui me paraît le scénario de base, soit une sorte d'accord est conclu qui arrête l'escalade. Maintenant, je n'ai qu'un seul scénario, la poursuite du conflit, au moins dans un avenir proche. Certes, nous nous trompons souvent dans nos pronostics, mais tout ce que nous voyons maintenant dit que c'est un problème international à long terme. Et que l'escalade des sanctions anti-russes se poursuivra. J'entends souvent mes collègues et les médias dire que les sanctions sont finies.
que tout ce qui pouvait être imposé à la Russie a déjà été fait. Ce n'est pas vrai. Les sanctions, malheureusement, ne sont pas finies. Il est possible que les listes de personnes bloquées, le nombre de secteurs sanctionnés, les contrôles des exportations et importations soient étendus. Nous devons nous préparer à de nouvelles vagues de sanctions qui ne seront empêchées que par un seul facteur, les dommages collatéraux pour leurs initiateurs. Sans aucun doute, un embargo sur le pétrole ou le gaz aurait été imposé depuis longtemps s'il n'y avait pas eu de dommages collatéraux, surtout pour l'UE. Quant au charbon, l'UE a imposé une interdiction d'achat de charbon russe qui entre en vigueur en août. On s'en trouve des fournisseurs, mais avec difficulté. L'Union européenne importera du charbon d'autres pays comme l'Australie, la Colombie, mais ces mêmes fournisseurs prendront leur charbon de quelque part, ce qui signifie que quelque part, il y en aura un déficit. Donc, attention, la question est de savoir qui couvrira ce déficit. J'espère qu'il sera couvert par notre charbon national. Les entreprises seront obligées de résoudre la question des infrastructures, ce qui n'est pas facile car il y a beaucoup de problèmes logistiques, mais nous pouvons occuper ces marchés. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un cycle d'escalade où le seul moyen de dissuasion sera le dommage collatéraux pour nos concurrents et rivaux occidentaux, auxquels ils s'adaptent aussi, juste comme nous nous adaptons à leurs sanctions. Quelques mots sur les concepts. Nous utilisons souvent les termes sanctions de blocage, sanctions financières et sanctions sectorielles. Il faut être très précis dans ces termes. Tout d'abord, la notion de contrôle des exportations, c'est-à-dire l'interdiction de fournir des biens, services ou technologies concrètes à la Russie. Il s'agit ici d'une interdiction d'exportation. Il s'agit aussi d'interdiction et de restriction des importations, lorsqu'il est interdit d'importer certains biens russes, par exemple le pétrole ou le gaz. Par exemple, les Américains ont déjà totalement interdit d'importer les combustibles fossiles russes. C'est un grand bouquet de sanctions financières. Celle de blocage y jouant bien sûr un rôle majeur. Il s'agit d'une interdiction de toute transaction financière avec une personne figurant sur la liste de blocage. Si vous figurez sur une telle liste, toute transaction avec vous par une personne relevant de la juridiction du pays imposant des sanctions est interdite. C'est la sanction la plus répandue à l'heure actuelle. Il y a aussi l'interdiction des investissements, il y a la déconnexion du SWIFT, il y a d'autres sanctions financières. Par exemple, en ce qui concerne la Sberbank, en février, il y avait tout d'abord des interdictions de tenir des comptes dans des banques américaines, mais la Sberbank elle-même n'a pas été bloquée, tandis qu'ensuite on l'a bloquée, ainsi qu'un nombre d'autres grandes banques russes. On a interdit leur cotation en bourse, sur une plateforme ou une autre. Les sanctions sectorielles sont des mesures restrictives contre un secteur concret de l'économie. Mais, contrairement aux sanctions de blocage qui sont universelles, interdisant toute transaction financière pour toute personne figurant sur des listes spécifiques. Les sanctions sectorielles peuvent être qualifiées de restrictions ad hoc. Elles se diffèrent au cas par cas. Je vais vous donner un exemple de 2014, lorsqu'en vertu du décret du président Obama, le Trésor américain a imposé des sanctions au secteur énergétique et financier russe.
En ce qui concerne le secteur financier, les sanctions sectorielles signifiaient à ce moment-là une interdiction de prêter pendant plus de 90 jours, puis 30, puis 14 jours. En ce qui concerne le secteur énergétique, il s'agissait d'une interdiction de fournir des équipements et des technologies pour l'extraction du pétrole dans le plateau continental arctique. Ce ne sont pas donc des sanctions universelles. Directives distinctes ont été appliquées à un secteur spécifique. Mais aujourd'hui, nous pouvons parler de sanctions hybrides, un mélange de sanctions de blocage et de sanctions sectorielles, dont les Américains ont été les pionniers et sont maintenant rejoints par leurs collègues britanniques. Il s'agit d'une situation où des sanctions de blocage sont imposées uniquement au motif qu'une personne appartient à un certain secteur. On l'a testé sur l'Iran dans le cadre du décret 13902. Par exemple, l'appartenance au secteur d'acierie iranien pourrait être la seule raison de mettre une personne sur la liste de blocage. Cela ne signifie pas que toutes les personnes qui travaillent dans le secteur d'acierie soient automatiquement bloquées. Mais un fonctionnaire américain peut tout simplement, à son gré, sans constater aucun leur méfait, les bloquer. Les sanctions en matière de visa, c'est clair, c'est une interdiction d'entrée de se trouver dans un pays. On entend souvent parler des sanctions secondaires. Nous avons beaucoup travaillé pour en donner une définition concise. Car souvent, cette notion et celle de enforcement sont utilisées ensemble. Cependant, ces concepts doivent être séparés. Enforcement est une mesure pénale et administrative à l'encontre des contrevenants au régime de sanctions. Disons que l'un est sur la liste des sanctions et que l'autre ne l'est pas. Tous les deux ont un projet commun. Si le second est lié à la juridiction américaine et a fourni des machines-outils à l'entreprise du premier en Russie, le second a intérêt à quitter les États-Unis le plus rapidement possible, car il s'agit d'une violation du régime de sanctions, et des poursuites pénales et administratives peuvent être engagées dans ce cas. Le lien avec la juridiction du pays initiateur des sanctions est important ici. Si par exemple le premier et le second effectuent les transactions en Russie, ils ne risquent rien puisqu'ils sont hors de cette juridiction. Mais ils peuvent être confrontés à des sanctions secondaires parce qu'elles sont extraterritoriales, ne sont pas liées à la juridiction du pays initiateur et impliquent généralement des sanctions de blocage pour avoir coopéré avec ceux qui sont déjà bloqués. Il faut distinguer entre ces deux concepts. Et la différence principale réside dans la juridiction. Il faut noter ici que l'approche américaine de cette juridiction est également captieuse. Les Américains interprètent leur juridiction de manière très large. Il ne s'agit pas seulement d'être sur le territoire américain, d'être citoyen américain, d'enregistrer une entreprise aux États-Unis, mais aussi d'effectuer des transactions en dollars américains. Une fois qu'une transaction dans une banque américaine est passée, on tombe sous la juridiction américaine et sous le coup d'une mesure contraignante. Passons du niveau des concepts au niveau des spécificités. Il est très à la mode maintenant
разговор уже о конкретном, с экспортного контроля. Сразу скажу, что этот ход не совсем стандартный, потому что мы привыкли говорить о санкциях и начинать о них говорить, и вообще очень много внимания уделяем d'étudier les sanctions financières, вот этим тем mais on самым écrit peu блокирующим, sur les contrôles des черным exportations. списком и так далее. Вот ты в каком списке, а ты в каком списке, а вот у тебя что заблокировали, а у тебя что заморозили и так далее. И я бы сказал, вот я наблюдаю за публикациями и у нас, и за рубежом, кстати говоря, и пропорция изученности финансовых санкций и санкций, связанных с торговлей, с экспортным контролем, с контролем импорта, несопоставима. То есть очень модно изучать финансовые санкции, но как-то вот очень мало пишется об экспортном контроле. Néanmoins, du point de vue de la sécurité et de la durabilité de l'économie nationale, les contrôles des exportations sont très importants. Certes, les sanctions financières peuvent causer des dommages rapides. À cet égard, les contrôles des exportations ont un effet retard. Ils impliquent l'interdiction de fournir certains biens à une juridiction sanctionnée ou à certains individus. La Russie fait face aujourd'hui aux interdictions sur les biens à double usage, et c'est une catégorie très large. Ces biens вы поставляете какой-то невоенный продукт, который может оказаться в руках военных, это тоже те самые товары. Да? Но, в общем, товары двойного назначения, по ним были санкции. Faisaient déjà l'objet de sanctions avant le 24 février, et après cette date, ces sanctions ont été étendues par un éventail plus large de biens industriels, déroulement au camion. От подшипников и холодильников до грузовиков, двигателей и прочих вещей. Les produits de luxe, les sacs à main, manteaux de fourrure, un relève aussi. И прочее, то, что мы любим дарить, значит, близким нам людям. Вот. Но туда же входят судовые двигатели, например. Tуда же входят некоторые товары, которые, в общем, трудно назвать товарами роскоши. Que l'on ne pourrait guère qualifier de produits de luxe. Да, там есть рояли и часы, но одновременно там есть, допустим, оборудование для некоторые виды оборудования для судов, некоторые виды машин, некоторые виды транспорта и так далее. L'interdiction des services de consulting en comptabilité, relations publiques et ressources humaines est également à la mode. Les Américains ont été les premiers à l'introduire, les Britanniques l'ont maintenant annoncé, et il est probable qu'elle figurera également dans le prochain train des sanctions européennes. Nos propres consultants attendent que ce grand marché se libère. Но, в общем, рынок, конечно, освобождается консалтинговый в России довольно большой. Procédons à l'examen des régimes de contrôle des exportations américains concrets. Nous avons constaté que les Américains sont les initiateurs des sanctions les plus actifs et jouent un rôle important dans le contrôle des exportations. Sur le bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère américain du Commerce, qui s'en charge. Il élabore et impose les principaux régimes et gère leurs violations. Il existe un régime pour l'ensemble du pays et une interdiction des importations au profit des particuliers. Le plus important pour nous est la liste des entités, ou Entity List. Avec ce qui figure sur cette liste, les transactions d'exportation sont interdites sans une licence respective. Si vous êtes américain, par exemple, pour faire du commerce avec UAV, qui figure toujours sur cette liste, vous devrez obtenir une licence.
то вам, в общем, придется выправить лицензию в американском Минторге. Quelles sont les nouveautés dans les contrôles des exportations après le 24 février? Les règlements principaux en matière de haute technologie sont fixés dans la décision du 3 mars. Ils interdisent des livraisons à la Russie de tous les biens figurant sur la liste des contrôles commerciaux des catégories de 3 à 9, donc de presque tout. Électronique, ordinateur, électronique grand public, laser. Но за исключением правительственных структур, то есть бытовую электронику американскую вы можете продать гражданину, но не можете продать государственному служащему, да? Или государственной структуре. Лазеры, сенсоры, Capteurs, équipements de navigation, etc. товары и двигатели и так далее. Semble-t-il, si les États-Unis ne fournissaient pas quelque chose, c'est possible de le trouver ailleurs, dans un pays qui n'a pas imposé de sanctions anti-russes. Mais le hic du contrôle d'exportation américain, c'est qu'il existe les règles du produit direct à l'étranger. Quel que soit l'endroit où on fabrique une marchandise, si elle est produite à l'aide de la technologie américaine, du logiciel américain ou sous licence américaine, ou contient des composants américains, elle doit, elle aussi, être exportée en Russie sous licence. Si les puces électroniques sont fabriquées à Taïwan, il faut tout de même obtenir une licence pour la transaction. Il y a 2 règles du produit direct à l'étranger. Qui concerne la Russie. L'une qui interdit tout, sauf les transactions humanitaires dans la coopération intergouvernementale. L'autre interdit de fournir aucun bien à plus de 100 entreprises russes, principalement dans le secteur de la haute technologie et de la défense. За сотню уже наших компаний, в основном это наши компании из сектора высоких технологий, так или иначе связанных с оборонным промышленным комплексом и так далее, им нельзя поставлять практически ничего, исключение по ним не действует. En théorie, il est possible d'adresser une pétition au Bureau de l'industrie de la sécurité, mais pour des raisons évidentes, certaines entreprises ne peuvent pas le faire et d'autres ont peu de chances d'y parvenir. Parce que des motifs solides sont requis pour l'exclusion de la liste des entités. L'entreprise doit prouver qu'elle ne se livre pas à l'activité dont elle est soupçonnée, qu'elle n'est pas liée au complexe militaro-industriel russe. Ici, les Américains exigent un maximum d'informations de la part de l'entreprise. Comme on dit dans l'argot des sanctions, déshabille l'entreprise, la forçant à tout révéler. Il y a eu des précédents d'entreprises sortant de la liste, mais naturellement, elles n'étaient pas liées à des domaines stratégiques. J'ai oublié de dire qu'une contrepartie américaine, ou toute personne, qui produit des biens sous licence américaine peut s'adresser au Bureau de l'industrie et de la sécurité et demander une licence pour cette transaction. La Russie était autrefois soumise à la politique de présomption de refus, ce qui signifie que le régulateur
est situé pour donner une réponse négative. Mais on pourrait essayer de le convaincre que cette contrepartie ne menace aucunement les États-Unis, leurs intérêts, etc. Данный контрагент, он не связан, никаким образом не связан значит, с американскими интересами, не наносит ущерба американской безопасности и так далее и тому подобное. Вот сейчас, Maintenant, il y aura un refus dans tous les cas. отказ будет в любом случае, кроме тех исключений, о которых я говорил, которые на самом деле практически ничего не значат и которые проблему для нашего бизнеса не решают. Les produits de luxe ont également été touchés par les sanctions. Avec 570 articles y désormais inclus, alcool, produits du tabac, parfums, cosmétiques, sacs à main, bijoux, etc. Les Américains considèrent les objets d'art comme un moyen de contourner les sanctions en les achetant et revendant. Un nombre d'enquêtes ont montré que c'est une méthode assez efficace pour effectuer des transactions. Et bien sûr, les produits industriels. Si auparavant il s'agissait principalement des produits de haute technologie, la décision du Bureau de l'industrie et de la sécurité du 11 mai élargit l'éventail des marchandises soumises à des restrictions. Roulements, batteries, camions. Il s'agit d'une longue liste de 105 articles. On peut se demander si les règles du produit direct à l'étranger s'appliquent ici, si les roulements fabriqués avec la technologie américaine peuvent être vendus. La décision du 11 mai ne le précise pas, mais les entreprises ont tendance à croire que les règles du produit direct à l'étranger s'appliquent ici. Si un certain nombre d'éléments américains est dépassé, l'organisme de réglementation pourrait faire une réclamation. Bien sûr, nous ne pouvons pas laisser de côté les sanctions sur les importations. Et si tout est clair, l'interdiction d'importer des combustibles fossiles, poissons et fruits de mer russes, des diamants non industriels et l'alcool. Первача в Америку северным алкогольным, великий северный алкогольный путь, самогонный путь, как это так назывался. Вот если только так на оленях значит, доставлять в США. Непромышленных алмазов, кстати говоря, L'abolition de la clause de la nation la plus favorisée, qui est désormais inscrite dans la loi, et ce sera difficile de la supprimer. Pourquoi les entreprises étrangères ont-elles si peur de conclure des accords avec des juridictions sanctionnées? Pourquoi ont-elles si peur du régulateur américain? À cause du fameux enforcement, qui peut s'abattre sur les citoyens américains et non américains. Voici les types d'infractions. Participation à des transactions interdites. Instigation. Вот коллеги из РСМД сидят, я их могу подстрекать, но сам не вовлекаться в эти сделки. Это тоже ответственность. Покушение на Tentative de transaction. Совершение действия с заведомым знанием о том, что оно составляет нарушение и так далее.
Je dirais d'emblée que la distinction entre les poursuites pénales et celles administratives se fait ici sur la base du mot intention ou willfulness. Si vos actions étaient intentionnelles, si vous saviez que c'était une infraction, il y aura des poursuites pénales. Si vous ne le saviez pas, ou agissiez sans réfléchir, ce sera une poursuite administrative. De tels cas sont nombreux et souvent comiques. Par exemple, un citoyen a apporté de Cuba une malle avec des cigares. Comment il les a fait passer est une autre question, mais tout se passerait bien s'il les fumait lui-même. Mais il a décidé de les vendre en ligne. C'est ce qui a attiré l'attention de la police américaine. Quelle responsabilité peut-il y avoir? La responsabilité pénale. On peut l'encourir en vertu de International Economic Emergency Power Act de 1975, qui prévoit jusqu'à 20 ans de prison ou une amende d'1 million de dollars. Personne n'a encore reçu 20 ans. En règle générale, les Américains inventent ici encore d'autres infractions, telles que la fraude, Par exemple, ils ont attrapé récemment un groupe de gens qui fournissaient des viseurs à l'Ukraine, tandis que dans la déclaration, ces viseurs étaient listés comme des jouets. À la douane, il s'est avéré néanmoins que les viseurs n'étaient pas des jouets, mais des viseurs. Naturellement, ils en ont été tenus responsables. En cas de responsabilité pénale, même l'extradition est possible. Ainsi que les sanctions administratives, comme les amendes, ne sont pas du tout légères. Voyons maintenant des cas concrets. Nous avons examiné le cadre juridique, mais comment tout cela fonctionne dans la réalité? Le cas le plus classique et le plus récent est celui de la turbine Vectra 40G. Tout spécialiste de sanctions doit connaître ce cas par cœur, car il est très important. Quel en est l'essentiel? J'ai déjà mentionné les sanctions sectorielles contre le secteur énergétique russe. Il est interdit aux Américains de fournir des équipements pour l'extraction du pétrole dans l'Arctique russe. La société B a commandé une telle turbine à la société russe KS Engineering. Cette dernière s'est adressée à des intermédiaires des États-Unis et des Émirats arabes unis.
qui devaient acheter cette turbine pour eux-mêmes et la livrer à la Russie via un pays tiers. Ils ont pris contact avec la société américaine qui a exigé plus d'informations sur l'utilisateur final. Les intermédiaires avaient inventé depuis longtemps une légende et ont dit qu'elle serait utilisée aux États-Unis. Le fournisseur a eu des soupçons, a donné un tuyau, puis c'était l'agent du FBI qui menait la conversation, se faisant passer pour le vendeur. Les intermédiaires et le directeur général de la société russe se sont rendus sur place et ont été arrêtés. Oleg Nikitin, directeur général, a fini par être condamné à 28 mois de prison. Quelle conclusion peut-on en tirer? Les fournisseurs américains suivent de très près les contrôles des exportations et l'utilisateur final afin de ne pas encourir une amende. Les intermédiaires n'échappent pas à la responsabilité, même s'ils ne sont pas citoyens d'un autre pays. Les faux plans d'affaires peuvent échouer ici et les Américains ont appris à les révéler. Il est très simple, par exemple, de tirer les preuves de la correspondance. Toute fausse déclaration présentée aux autorités américaines est traitée comme une infraction pénale, même si les distorsions sont minuscules. Un autre cas, l'affaire dite des puces, où un citoyen russe a décidé de gagner l'accès à des puces interdites en passant par la Bulgarie. On les a fournis, mais cela a été révélé. Au final, tout le monde a souffert. On a condamné le fournisseur à une amende et engage des poursuites pénales contre les personnes bulgares et les citoyens russes. Naturellement, s'il se rend dans un pays avec lequel les États-Unis ont un accord d'extradition, il pourrait être extradé. Donc, les transactions via les pays tiers sont révélées et cela comporte des risques pour tous qui y participent. Le cas classique de la compagnie ZTE, où les Chinois ont fourni à l'Iran des équipements avec des composants américains. Un intermédiaire démasqué, les Chinois ont choisi un intermédiaire plus important. Ils ont fini par payer la plus grosse amende de l'histoire américaine, plus d'1 milliard de dollars. Les sociétés intermédiaires ne protègent donc pas contre la divulgation.
L'Union européenne a aussi mis en place des contrôles des exportations assez stricts, principalement au niveau des États membres. Ils se chevauchent beaucoup avec ceux américains en termes de haute technologie et produits de luxe. Mais c'est un chemin différent. Il s'applique aussi aux produits industriels, les raffineries de pétrole. Prenons le cas suivant. Il y a deux citoyens allemands. L'un est originaire du Kazakhstan. L'autre du Kirghizistan. Ils ont créé des entreprises intermédiaires aux États-Unis et en Russie. Ils fournissaient des machines-outils allemandes pour le complexe militaro-industriel russe. En conséquence, l'un a été condamné à 3 ans de prison, l'autre à 2 ans avec sursis. Donc, l'UE engage également des poursuites. Elle propose de mettre en place un cadre commun de poursuites pénales et administratives pour les violations de sanctions. Mais en attendant, chaque pays agit à sa manière. Récemment, une société danoise et son dirigeant ont été condamnés pour avoir transporté du carburant à des navires citernes pour une société russe à Kaliningrad, qui, à son tour, l'exportait en Syrie. Il s'est avéré que c'était une violation du régime de sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Syrie. On n'a encouru que 4 mois, mais bien sûr, ce n'est pas bon. Le Royaume-Uni développe très activement des contrôles des exportations. La façon dont sa législation sanctionnelle est organisée est probablement le système de sanctions le plus logique, contrairement aux États-Unis, où il y a beaucoup de lois et elles sont toutes très différentes. Il y a une piste par le Congrès, une piste par l'exécutif, par l'administration. Il existe ici une loi de base et elle sert de fondement aux réglementations dans divers domaines. En général, le niveau de consolidation en ce qui concerne les sanctions anti-russes est très élevé. Ce n'était pas le cas pendant la période végétarienne. Les États-Unis étaient en tête et les autres quelque peu à la traîne. Bien sûr, d'autres initiateurs aussi, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, le Taïwan, et ainsi de suite. Compte tenu des règles du produit direct à l'étranger, nous pouvons également nous attendre à des refus d'exportation en provenance des pays non occidentaux. Quant aux sanctions financières, on en a beaucoup parlé et écrit. Le Trésor américain maintient et contrôle leur application et met à jour de la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées. À l'heure actuelle, les sanctions de blocage prévues par le décret 1424 s'appliquent à 883 personnes et entités, mais la règle des 50% joue un grand rôle ici. Disons qu'une entreprise est sur la liste des ressortissants. Cela signifie que toutes les entreprises associées sont y incluses.
Elles n'y figurent pas, mais elles sont là. Si vous effectuez une transaction avec ces entreprises, vous aussi violez le régime des sanctions. La responsabilité est la même. On peut être condamné jusqu'à 20 ans, mais ici, c'est le ministère des Finances et le Bureau du contrôle des avoirs étrangers qui s'en chargent. Je vais vous décrire brièvement quelques cas concrets. Par exemple, des Italiens achetaient des équipements aux États-Unis. En prétendant les vendre en Italie. Mais en réalité, ils les revendaient à l'Iran. Ce schéma a été dévoilé malgré les tentatives des Italiens de déguiser tout cela en appelant l'Iran le pays X. Ou bien le cas Cameron, des livraisons par le biais d'une société associée. L'autre exemple est celui de Bukit Maria Jaya, une entreprise indonésienne qui fabrique le papier à cigarettes. Une cargaison de ce papier a été livrée en Chine. Les Chinois ont payé en dollars américains. Il est clair que les services de renseignement financier américains l'ont détecté. Les Chinois auraient vendu ce papier à la Corée du Nord, qui est soumise à des sanctions strictes. Résultat, un procès pénal contre Bukit Maria Jaya et une amende d'1 million de dollars. La seule raison est qu'on a payé $1. Tous ces épisodes ont un impact psychologique très fort sur les entreprises. Et oblige à une application excessive des réglementations, même lorsqu'on ne l'exige pas. L'UE et le Royaume-Uni ont également cette règle de 50%, et l'Union européenne applique très largement des sanctions financières. Финансовых санкций. Кстати, помимо, собственно, блокировок, там есть и запреты на транзакции с нашим ЦБ, с ФНБ, и с Минфином и так далее. Ну, много всего. Ну, кейсы вы уже посмотрите, значит, в презентации. Я могу, эту презентацию вы обязательно получите. Ce qui se dessine à l'horizon, c'est l'extension des listes des personnes russes sanctionnées et du contrôle des exportations, l'évancement des produits russes, des marchés d'exportation, l'application des sanctions secondaires en cas de coopération avec la Russie. C'est la réalité dans laquelle nous vivons, il faut s'y préparer et accepter calmement. Cela ne signifie pas que c'est la fin de nos transactions économiques. La Russie devra entreprendre une reconstruction profonde de son commerce extérieur et son organisation économique. Mais il n'y a pas d'autre voie possible. La Russie s'atteint à des moments très intéressants.
Merci beaucoup de votre attention.